Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Est-ce que le gestionnaire chez Sprott, hein? Oui, c'est Gold, le métaux précieux. Il va-tu se couper les cheveux? Je vais essayer d'avoir des feux. Techniquement parlant, en tout cas, quand on regarde le graphique sur les 4 dernières années, il y a des chances qu'il se les coupe cette année. C'est assez constant, hein? Oui. À 100 pièces par trimestre, là, regarde. Tout correct. Ben, c'est bon pour mon fonds Sprott, ça. C'est bon. Il y a Julie Ouellet qui vient de se joindre à nous. Bonjour, Julie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon, on va essayer de ne pas avoir de pépin technique aujourd'hui. Juste pour terminer dans ce que je discutais, puis après ça, on va tout de suite avec Julie. Les fonds d'action canadiens dividendes croissants ont une augmentation de 12,6 sur 25 ans annualisée. Actions dividendes stables, donc les compagnies qui versent toujours le même dividende sans jamais l'augmenter, des rendements de 10,8 Ceux qui réduisent leur dividende, les rendements sont 3,2 seulement. Et ceux qui ne versent pas de dividende, c'est 2,4 de rendement. Alors que notre indice de la Bourse de Toronto est 7,3. Et la même étude, et on vérifie aux États-Unis, il se passe à peu près la même chose. Donc, quand vous achetez des compagnies qui augmentent leurs dividendes régulièrement, vous allez avoir beaucoup des meilleurs rendements que ce que la Bourse offre ou n'importe quel autre portefeuille. Et il y a des fonds, en passant, qui cherchent ce genre-là. On en parlera dans une autre émission. Madame Ouellet. Merci. Est-ce que chez Méritage, est-ce que vous avez chez Méritage ce genre de fonds-là? De portefeuille de fonds. Bon, on a d'excellents portefeuilles, effectivement, composés d'excellents fonds. Oui. Mais le sujet aujourd'hui, c'est un peu de connaître un peu aussi une diversification, faire les bons choix, comment on le fait. C'est extrêmement intéressant parce que là, ça a tellement grimpé dans les 2 dernières années que là, c'est peut-être le temps de rééquilibrer nos portefeuilles aussi. Ouais. Effectivement. Hein? Regardez ça plus à fond. Si on est trop exposé au pétrole ou encore aux métaux précieux, comme ça a été le cas parce que ça a tellement monté, peut-être le temps de rééquilibrer. Comment on fait ça? Comment on le voit chez vous? C'est assez complexe, monter des portefeuilles de fonds. Il faut mettre nos critères de sélection, il faut les respecter, il faut rebalancer les portefeuilles, etc. Surtout dans des marchés comme là, on voit le prix de l'or augmenter. On se dit, est-ce que je rajoute encore un petit 5 10 d'or dans mon portefeuille? C'est tentant. Puis je vous dirais, avec des portefeuilles de fonds, la chose la plus simple, c'est qu'à mesure qu'on a un montant d'argent à investir, on le met dans une transaction. C'est rééquilibré, la répartition d'actifs se fait pour nous. Puis si un gestionnaire décide de surpondérer l'or, bien, il le fera. S'il décide de sous-pondérer, ils le feront. Puis je pense qu'ils sont mieux équipés que nous, en tant que petits investisseurs à la maison, de juste faire une petite décision d'investissement comme ça. Eux, ils ont une équipe chevronnée de gestionnaires, d'analystes pour le faire. Et c'est toujours tentant. Quand ça monte, là, hein, tu te dis, je veux pas manquer le train. C'est pas comme Nortel. Ça commence à 80$, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est peut-être un mauvais exemple, mais ça montait pareil. Tout le monde le recommandait. Puis certains ont dit, non, moi, j'embarque pas. Mais finalement, quand il était rendu à 120, tout le monde s'est dit, j'ai manqué le bateau. Puis là, quand ça s'est mis à planter, bien là, tout le monde a dit, heureux homme que je suis, heureuse femme que je suis, j'étais pas embarqué dans cette galère-là. Ou je vais pouvoir acheter plus bas. Ou racheter, C'est ça que tu as fait? Non, j'ai jamais acheté d'actions de Nortel et je n'achète jamais d'actions non plus. Bon, excellent. Donc, ça fait le job pour nous, dans le fond. Oui, effectivement. Puis qu'est-ce qu'on a décidé de faire avec Méritage? C'est le portefeuille de fonds que la Banque nationale a lancé il y a 4 ans et demi. Puis on essaie de reproduire ce travail-là qu'un investisseur va essayer de faire à la maison. C'est de sélectionner les meilleurs fonds de l'industrie pour créer un portefeuille et rééquilibrer. Donc, au niveau de Méritage, il y a 14 portefeuilles qui sont disponibles depuis 4 ans et demi. Donc, je pense qu'on parlait tout à l'heure, moi et Michel, des critères de sélection de Méritage. C'est important de les répéter. C'est qu'on part de l'industrie, de tous les fonds communs de placement. Il y a 8000 fonds. Je pourrais même mettre 10 000. Je pense que ça pousse comme des champignons, les nouveaux fonds dans l'industrie. Et on va sélectionner en premier lieu tous les gestionnaires qui ont 3 ans et plus d'historique. On enlève tous les gestionnaires indiciels parce qu'on est persuadé qu'avec une gestion active, on est capable de réussir à battre les indices de référence. Le but des fonds communs de placement, bien sûr. Et un fait intéressant, c'est qu'il n'y a aucun fonds de la Banque nationale à l'intérieur. Pourquoi? On voulait rester indépendant. L'indépendance de Méritage, c'est une des choses qui est primordiale chez nous. Donc, imaginez-vous, s'il faut enlever un de nos gestionnaires de la plateforme, ça pourrait créer certains conflits internes, etc. Donc, on ne veut pas rentrer là-dedans. Donc, seulement des fonds externes, tout simplement, les meilleurs de l'industrie. Bon, alors ça, c'est extrêmement important de le dire. Donc, l'indépendance n'est pas... C'est toujours l'apparence de favoritisme qu'on veut éliminer. Là. En fait, il n'y a pas de conflit d'intérêt. C'est toujours le problème. Vous savez, on fait affaire souvent avec un conseiller indépendant, mais finalement, il travaille pour une banque X ou Y et il peut vendre que les produits de la banque X et Y. Dans le cas de Méritage, c'est 14 portefeuilles que la banque a conçus
dans une famille de fonds qu'on appelle Méritage. Et tous les fonds qui sont sélectionnés, puisqu'il y a 23 fonds qui aident à composer ces 14 portefeuilles-là, bien évidemment, ce ne sont pas des fonds de la banque. Donc, quand ils choisissent les gestionnaires, quel gestionnaire qu'on va choisir, qui on va mettre dans le portefeuille, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Puis, entre autres, le processus de sélection a été fait par un comité d'investissement. C'est chapeauté par la firme E.ON, donc une firme de consultants externes. Et à chaque 3 mois, ils vont se réunir pour vérifier les positions qu'on a dans les portefeuilles. Et si on a besoin de faire des changements, si un gestionnaire change sa politique de placement, style de gestion, bien à ce moment-là, on a le mandat de changer la position. Et depuis qu'on a lancé les portefeuilles il y a 4 ans et demi, on a changé maintes fois de gestionnaire de portefeuille, dont, entre autres, le premier qu'on a changé, Alan Radlow, quand il a quitté Fidélité, qui était un des excellents gestionnaires. Qu'est-ce qu'on fait avec le fonds? Est-ce que le fonds va garder le même mandat, etc.? Donc, cette firme-là s'occupe de faire ça, le comité d'investissement. S'il y a des changements, on le fait et on le fait à ce moment-là. Et puis, ça implique quoi comme changement? Là, quand un gestionnaire décide de quitter ou décider de le faire quitter, ou peu importe la décision qui va être prise, le rôle, justement, de cette firme externe, c'est quoi? C'est de mieux vous conseiller sur le choix d'un nouveau gestionnaire de portefeuille ou si vous avez votre mot à dire? Les deux. Donc, c'est est-ce qu'on conserve le gestionnaire, oui ou non? De façon générale, si le nouveau gestionnaire n'a pas 3 ans d'historique dans un fonds, on va être obligé de le changer malheureusement parce que c'est des critères quantitatifs qu'on a. Et autre chose, bien souvent, ils vont nous conseiller sur le choix du meilleur gestionnaire de portefeuille qu'on va choisir. Mais souvent, quand on fait une sélection d'un nouveau gestionnaire, il y a 3 fonds qui arrivent ex aequo. Il faut déterminer avec les autres fonds à l'intérieur du portefeuille au niveau de la corrélation des gestionnaires. Donc, qui va mieux aller en équipe avec les autres gestionnaires déjà en place dans Méritage. Ça commence à être complexe un peu, ça, là? C'est pour ça qu'on utilise Méritage. On délègue, on a une simplicité de gestion et de tranquillité d'esprit, effectivement. Une des caractéristiques aussi, je pense, importantes, c'est les outils de mesure. C'est-à-dire quand vous choisissez puis j'aimerais ça que vous en parliez un petit peu parce que on sait que c'est pas monsieur et madame tout le monde chez eux n'ont pas les outils, les connaissances pour choisir un fonds. Quels sont les outils, entre autres, que vous utilisez, les outils de mesure, finalement? Il y a un paquet de ratios. On parle du alpha, bêta, sharp. Sans rentrer dans le détail, qu'est-ce qui est important chez Méritage, c'est qu'on ne va pas choisir les gestionnaires qui, à court terme, vont faire des coups de circuit, des coups de flamèche, que souvent, c'est juste que du feu. Souvent, on va les choisir des gestionnaires qui, année après année, vont réussir à battre un indice de référence. Et surtout, on l'a vu, Méritage, en 2008, lorsque le marché a chuté, on a chuté beaucoup moins que tous les autres portefeuilles de fonds dans l'industrie. Donc ça, c'est très important pour nous. À ce moment-là, quand le marché reprend, on a besoin de moins aller chercher de rendement pour revenir à la case départ. Donc, c'est souvent ça, ce critère de sélection-là, qu'on va aller chercher. Donc, un gestionnaire qui est assidu, qui garde la même stratégie et qui va battre les indices de référence là, année après année, avec le moins de volatilité. Une des raisons pour laquelle Julie est là aujourd'hui, c'est que Méritage ont 14 portefeuilles, mais il y en a maintenant 4 qu'on appelle des fonds catégories. Oui. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? On va démystifier ça un petit peu. La plupart des fonds qu'on investit, c'est des fonds en fiducie. Donc, si moi, j'achète un fonds comme un placement aujourd'hui et que le fonds génère du revenu d'intérêt, bien, je vais être imposé sur les revenus d'intérêt. Si je vends mon fonds, je vais avoir un gain ou une perte en capital. Donc, c'est beaucoup de fiscalité pour ce fonds-là. Un fonds en catégorie, on pourrait dire, c'est qu'on met un panier au centre. On met plusieurs fonds à l'intérieur de cette corporation-là et moi, je possède des unités, donc des parts de cette corporation-là. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de passer des revenus d'intérêt contre des pertes à l'intérieur. Donc, le but ultime, c'est de ne pas distribuer dans ces fonds-là. Donc, qu'est-ce que ça fait si j'investis dans un fonds en catégorie aujourd'hui? C'est que pendant une période de 10 ans, je pourrais avoir aucune imposition sur mes fonds comme un placement qui peut être très intéressant. Également, si jamais j'ai un fonds d'action canadienne aujourd'hui et que je veux sortir du marché, c'est jamais la bonne chose à faire en passant, mais si jamais je veux le faire, que je ne dors plus la nuit, ou si je veux aller vers les actions mondiales parce que je trouve que c'est une bonne opportunité, je peux changer de fonds, donc vendre mon fonds, aller vers un autre sans disposition. Donc, je déclare aucun gain ni aucune perte en capital. Donc, ça, c'est un autre avantage. Puis je pense qu'on Mais c'est pas le produit miraculeux. On la paye, son impôt, à un moment donné. C'est ça. C'est sûr. Dans les fonds de fonds, tu les payes de toute façon éventuellement. À la toute fin. Donc, on n'a fait que déporter le problème à la fin. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder notre situation financière. Il n'y a pas une portion de remboursement de capital là-dedans, éventuellement? Oui. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle des fonds T. OK. Alors, Julie va nous en parler un petit Fonds peu. à sécurité. Donc, ça veut dire que si j'ai besoin de décaissement, donc quelqu'un qui est à la retraite, par exemple, qui veut décaisser de 5, 5,5 ou 6 donc il peut décaisser en sécurité. Donc, au lieu que ça soit du revenu d'intérêt, de dividendes, du gain en capital, c'est du retour en capital. Donc, le retour en capital, on n'est pas imposé, C'est ça, tout simplement. exactement.
Donc, ça veut dire qu'il y a des c'était le but gens de ma question. qui peuvent avoir accès, par exemple, au supplément du revenu garanti, des choses comme ça peut être intéressant. Oui, effectivement, parce que ça apparaît pas nulle part. Ça apparaît pas. Fait que ça touche pas à ton supplément de revenu garanti. Le CRG est toujours intact. Oui. Vous allez rester avec nous. Oui. Un petit peu plus tard, on revient. Dans un instant, Anne Marcotte et voir Grand.tv. À tout de suite.